Cette vidéo existe en grande partie grâce aux tipeurs. Ainsi, si vous aimez mon travail et souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez laisser un pourboire. Dans tous les cas, je vous souhaite un très bon épisode. Le girl power au cinéma nous a offert certains des plus grands moments du 7e art. Allant du cinéma purement engagé au simple divertissement, celui-ci a su prendre différentes formes absolument passionnantes tout au long de son histoire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un historique du girl power que j'ai envie de partager avec vous, mais bien vous parler de deux films qui me sont particulièrement chers et ce pour de multiples raisons. Deux films très éloignés par leur temporalité puisque sortis en 1965 pour l'un et 2007 pour l'autre, mais pourtant deux œuvres miroirs, qui nous le verrons sont extrêmement proches sur de nombreux points. Alors bien évidemment sur l'incarnation de la femme forte au cinéma, mais également et surtout sur la mise en avant de la société qui la regarde plus que celle qu'elle décrit. En d'autres termes, nous essaierons de comprendre comment deux films si éloignés dans le temps, et abordant pourtant des thématiques similaires, peuvent être perçus si différemment depuis l'époque à laquelle nous les regardons, en les taxant tantôt d'œuvres féministes, tantôt d'œuvres misogynes. Nous nous intéresserons ainsi à l'incarnation de l'éruption du girl power au cinéma jusqu'à sa consécration. Ce qui, avouons-le, me permettra également de partager avec vous le travail de deux grands réalisateurs qui me passionnent sur bien des points. Et ainsi réhabiliter modestement deux grands films souvent décriés. Alors si la compagnie d'héroïnes plus badass les unes que les autres ne vous effraie pas, venez avec moi vous prendre une claque cinématographique. Faster Pussycat Kill Kill nous conte l'histoire de Rosie, Billy et leur chef de bande Varla, que l'on suit dans un road movie fait de violence, sexe, désert et femmes dominatrices. En effet, ces trois go-go danseuses vont, tel un gang de bikers, prendre la route pour semer la terreur autour d'elles. Puis apprenant au détour d'une station-service qu'une ferme du coin abrite un gros paquet d'argent, elles décident d'assiéger cette famille d'hommes consanguins n'ayant rien à envier à celle de Massacre à la tronçonneuse, pour leur voler ce fameux pécule. Le tout donnant lieu à un véritable condensé de vitesse, sexe et violence. Bref, nous sommes en 1965 et nous découvrons l'histoire de trois filles badass et dominatrices dans une Amérique puritaine qui n'était pas prête à recevoir en pleine face ce pur chef-d'œuvre du genre. Alors tout d'abord, il est évident qu'à la vue de ces images observées superficiellement depuis notre présent, depuis notre point de vue sociétal actuel, elles apparaîtront pour certaines et certains comme misogynes ou sexistes. Et ce, de par la mise en avant de l'exploitation de femmes aux attributs généreux. Et pourtant, détrompez-vous, il n'en est absolument rien. Et ce, bien au contraire. Ici, Meyer nous propose tout simplement de revisiter le western à l'aube du nouvel Hollywood, en donnant cette fois la part belle et le pouvoir à des femmes fortes et indomptables. Mais avant d'essayer de vous en faire la démonstration et de vous proposer ce point de vue un peu plus politico-social, j'aimerais simplement en quelques phrases vous expliquer pourquoi, hors de tout questionnement sociétal, moral ou autre, j'aime ce film viscéralement. Eh bien tout d'abord car son réalisateur, Russ Meyer, ancien photographe et vidéaste de guerre, ici à la fois à la réalisation donc, au montage ainsi qu'à la photographie, est un véritable auteur aux propos satiriques et transgressifs forts, malheureusement bien trop sous-estimé par le plus grand nombre. Même si idolâtré par certains grands maîtres comme Nicolas Winding Refn, John Waters ou encore Quentin Tarantino, qui nous le verrons ensuite lui rendit hommage avec son fameux Death Proof. Ainsi j'aime ce film pour son montage si visionnaire, hargneux et découpé tellement en avance sur son temps. Mais également pour la beauté de ses cadrages, les compositions d'images superbes ainsi qu'une lumière absolument magnifique, pour ce rendu noir et blanc ultra esthétique. J'aime également tout l'amour qui transpire dans cette façon si particulière qu'a Russ Meyer de filmer ses héroïnes. Mais surtout ce choix affirmé de faire un film transgressif fort pour l'époque, sans jamais se prendre au sérieux à l'écran. Cette petite dose d'humour cartoonesque toujours présente qui définit si bien le cinéma de Russ Meyer. Bref, ce film est un condensé de violence, de sensualité, d'esthétisme visuel portant un message à la fois fort et satirique, le tout filmé avec passion pour nous transmettre avant tout un bon moment de cinéma. Voilà donc pourquoi, entre autres choses, Faster Pussycat Kill Kill tient une place importante dans mon cœur. Ceci étant dit, intéressons-nous maintenant au pourquoi ce film est l'un des premiers du genre Girl Power, et surtout pourquoi il porte au travers de ses héroïnes badass un message féministe fort. Mais avant d'en arriver à cette image de femme puissante, ce que l'on peut remarquer dans un premier temps est la manière dont Russ Meyer utilise différents archétypes forts pour nous transmettre à la fois un propos satirique mais également sociétal et transgressif pour l'époque.
L'archétype de l'homme viril et décérébré des campagnes, que Meyer dit avoir si bien connu durant son enfance, est l'une des premières choses qui sautent aux yeux, et ce dès la première scène du film, où Varla et ses 3 compères dansent devant des hommes semblant réduits à l'état de bêtes assoiffées de sexe. Ici l'on assiste tel un zoo inversé à des animaux en rut, rugissant devant ces plantureuses créatures. Des hommes guidés par leurs bas instincts sans aucun intellect, toujours prêts à se laisser mener par le bout du nez par cette faiblesse. C'est notamment le cas avec ce fameux pompiste, qui aveuglé par la beauté de Varla, dévoilera naïvement où se cache un magot qu'elles chercheront par la suite à dérober. Puis lorsqu'elles arrivent dans la ferme où se trouve potentiellement l'argent, elles tombent non seulement sur un vieillard psychotique et pervers, mais également sur un homme à la muscure impressionnante appelé Légume. Caricaturant totalement l'image de cet homme bodybuildé, viril et décérébré. Prenant totalement le contre-pied de l'image des personnages féminins de l'époque, jouant souvent des rôles de simples écervelés. Mais Meyer, au travers de ces archétypes, critique également le rapport même qu'il existe au sein de la gente masculine. Lorsque par exemple, le frère du fameux Légume fait son apparition. Celui-ci qui semble réfléchi et sensible est de suite moqué par ce père incarnant immanquablement le vieux patriarcat. Brother Kurt's growing away from us, boy. Cooks a meal and then to reading. There ain't a picture in one of them. Démontrant que, selon Meyer, à cette époque, il n'y avait nulle place dans cette Amérique reculée aux hommes sensibles et réfléchis. Ou alors sans qu'ils soient de suite moqués par leur entourage. Car malheureusement, et on le sait bien, dans certains milieux particulièrement machistes, l'intellect et la sensibilité sont parfois vus comme un aveu de faiblesse ou un manque de virilité. Comme si chaque sexe devait séparer hermétiquement et se répartir des émotions qui leur sont propres. Et l'on s'imagine facilement que Meyer, ayant grandi dans cette Amérique profonde et rêvant de devenir artiste, a dû certainement souffrir de cette situation. Puis c'est au travers du vieillard que l'on découvre l'image que pouvait avoir une certaine Amérique redneck des femmes s'émancipant comme Varla. They let them vote, smoke and drive, even put them in pants. So what do you get? A Democrat for president. You can't even tell brother from sister. Symbolisant à merveille que chaque époque croit toujours que la décadence est là. Un réflexe réactionnaire débile puisqu'impliquant de fait que chaque génération est pire que la précédente, et incluant de surcroît celle qui le postule. Et si l'on ramène d'ailleurs cette pensée à l'histoire de l'humanité, cela signifierait donc que depuis bien longtemps les générations ne valent plus rien. Mais bref, ne nous égarons pas trop. Bien évidemment, Meyer caricature ici à outrance, du moins je l'espère, ces personnages pour faire passer avec satire certains messages en retournant les codes de l'époque, où les grands héros étaient toujours des hommes dominants entourés de femmes écervelées. Mais qu'on ne s'y trompe pas, ils ne livrent pas pour autant un brûlot contre la masculinité. Car, comme nous le verrons par la suite, les femmes en prennent également pour leur grade. De plus, Meyer s'attaque à une figure bien précise de l'américain de l'époque. Celle que l'on pourrait définir par le redneck. Le bourrin que l'on pourra découvrir quelques années plus tard dans Easy Rider. Et puis au-delà de ces archétypes donc, quelques hommes doués d'intelligence et de sensibilité apparaîtront au final comme les héros du film. Et les femmes se verront à leur tour porteuses de fortes critiques. C'est d'ailleurs ce qui rend l'œuvre si intéressante, c'est qu'elle ne cède pas au manichéisme malgré une fois de plus ces archétypes imposants, dont en voici d'ailleurs un deuxième exemple. C'est en effet cet archétype que l'on voit débarquer aux côtés de son mari, et qui sera à l'opposé de Varla, Rosie et Billy. Ici apparaît la caricature de la femme cruche, impuissante, vivant derrière son mari et ne prenant jamais les choses en main. Au travers de ce personnage, Meyer reprend ainsi et de manière condensée toute l'imagerie associée jusqu'ici à la femme dans le cinéma de l'époque, mais également dans ces coins reculés et ruraux de l'Amérique profonde. Ainsi, cette femme qui sera kidnappée par la bande se comportera sans cesse en tant que victime, n'essayant jamais de se rebeller frontalement et attendant toujours l'action d'un homme pour la délivrer, selon la vieille imagerie du prince charmant. Mais une fois de plus, et sans vouloir dévoiler la fin du film, Meyer n'emprisonne pas son personnage dans un déterminisme absolu, et celle-ci pourra peut-être s'émanciper par la suite. Toutefois, une chose est évidente au travers de cette caricature, c'est que cet archétype a certainement pour unique but de créer un réel décalage, servant avant tout la mise en valeur des héroïnes de ce film. Et c'est bel et bien en effet sur ces héroïnes que repose tout l'intérêt de l'œuvre. Enfin, devrais-je dire ces anti-héroïnes, car Russ Meyer préfigure déjà le nouvel Hollywood, jusqu'à entre autres Rob Zombie, et ce en nous installant tout le long du film aux côtés de ces personnages violents, en les magnifiant dans un politiquement incorrect à la Devil's Reject. Il est tout d'abord évident, au travers de sa réalisation, que Meyer montre tout l'amour qu'il a envers ses femmes. Ce désir au travers de ses contre-plongées de les ériger en créatures fortes et dominatrices, les magnifiant telles de véritables déesses aux statures imposantes, les faisant parfois même sortir du cadre.
Mais Russ Meyer ne va pas se limiter uniquement à cette approche esthétisante de la femme forte aux attributs affirmés. Il va également leur construire un tempérament en s'opposant complètement à l'archétype féminin précédent, tout en reprenant à leur compte les codes du cinéma masculin de l'époque, et créant ainsi des personnages sans peur, recherchant sans cesse des sensations fortes, et n'hésitant jamais à utiliser le sexe et la violence pour s'imposer et arriver à leur fin. C'est ainsi que Russ Meyer va attribuer à ce trio 3 grandes thématiques, habituellement plutôt associées au western ou autres films de bikers et que l'on retrouvera également dans Death Proof: la vitesse, le sexe et la violence. Et en effet, l'on voit bien dès le début et tout au long du film que cette recherche d'adrénaline par la vitesse représente l'une des caractéristiques de ces personnages de western, chevauchant leurs bolides pour s'imposer les unes aux autres dans un rapport de domination interne, mais également contre les hommes en les prenant à leur propre jeu. Les voitures et la vitesse ont ainsi pour but de décrire une bande de femmes en quête de sensations fortes et de rivalité assumée bien loin des standards étriqués de l'époque. Des standards qui évacuent également la question de la sexualité féminine en tant que telle, désignant les femmes comme de simples objets de désir pour hommes testostérone. Mais ici, une fois de plus, Meyer prend le contre-pied de tout ceci, nous montrant des femmes ayant pleine conscience de leur pouvoir érotique et l'assumant totalement afin d'en tirer profit. D'en tirer un pouvoir plutôt que d'être de simples boobs sur pattes. C'est notamment le cas avec ce travail de gogo danseuse, où non dupe de l'image qu'elle dégage et procure, préfèrent utiliser la faiblesse de l'homme pour leur retirer du fric. Et ce, sans jamais se soumettre ou se déconsidérer. Elles sont maîtresses du jeu en permanence. Mais elles vont bien plus loin en assumant également, et ça c'est beaucoup plus transgressif pour l'époque, leur désir sexuel au point de déstabiliser des hommes non habitués à cela. Ici, l'on voit très bien le renversement de situation, où c'est cette fois-ci l'homme qui n'est plus réduit qu'à l'état de chair désirable sous le regard et les mains excitées de Billy. Meyer nous propose bien à la fois de prendre conscience que les femmes aussi ont des désirs forts à assumer, mais également de faire une satire par opposition du comportement de l'homme dans de pareils cas. Il nous montre également combien des hommes face à de pareilles femmes peuvent perdre pied et se sentir finalement dépossédés de ce qui constituait selon eux leur virilité. What do you want? Everything, or as much as I can get. Enfin, et bien au-delà de cette sexualité, ces femmes transgressent un autre tabou féminin de l'époque: la violence. Une violence qui caractérise son film dès son titre et son panneau d'introduction. Ladies and gentlemen, welcome to violence. Une violence qu'incarne totalement Varla dans sa manière de fonctionner en permanence pour obtenir ce qu'elle veut. Notamment lorsqu'en gagnant cette course de voiture, en transgressant les règles et non satisfaite de cette simple victoire, finira par tuer son concurrent masculin à main nue. Ainsi, après lui avoir enlevé de manière métaphorique sa virilité au travers de cette course de voiture perdue, elle ira jusqu'à lui enlever la vie, comme animée d'un désir de vengeance permanent contre les hommes. D'ailleurs, elle en tuera également d'autres, et notamment ce vieillard dont on apprendra qu'il a abusé par le passé de jeunes filles. Varla représente ainsi une sorte de femme vengeresse contre cet homme incarnant une vieille imagerie du patriarcat. Et ceci résonne d'autant plus fort lorsque l'on sait que Tura Satana, l'actrice derrière Varla, fut violée très jeune et qui, devant l'absence de justice face à cet acte immonde, a pris durant des années les sports de combat pour revenir se venger comme dans un Tarantino. Une femme plus que badass donc, dont la prestation sublime le film et a peut-être créé l'une des plus grandes méchantes de l'histoire du cinéma. Mais pour en revenir à l'œuvre, sa violence va bien plus loin que ça et s'annonce sans limite de sexe, s'en prenant plutôt à quiconque se mettant sur son chemin, même lorsqu'il s'agit d'une de ses sœurs d'armes. Ainsi, la violence du film n'est pas seulement une guerre des sexes. Ici, Meyer délivre plutôt comme message que la violence est partout tout le temps, et s'insinue même dans les plus innocentes des créatures. Et que les femmes aussi peuvent fonctionner via des rapports de domination. Un message hors de tout propos féministe donc, capable à la fois de nous dire « Attention, les femmes sont fortes, respectez-les », mais aussi « Attention, les femmes sont aussi faibles que nous, craignez-les ». Une manière tout simplement de nous mettre tous sur un même pied d'égalité. La violence n'est donc qu'un moyen qu'elles utilisent pour dire aux hommes décrits dans cette satire que la fête est finie, qu'elles ne se laisseront plus faire et que peut-être même pire, elles se vengeront. Comme ce qu'incarnera d'ailleurs Death Proof comme extrémité de cette pensée, son point culminant, son extension du domaine de la lutte, des sexes. Surtout lorsque l'on sait que Death Proof n'est autre que le remake avorté par Tarantino de Faster Pussycat, qui, tenez-vous bien, devait mettre en scène Britney Spears, Eva Mendes et Kim Kardashian, mais qui au final nous offrit, en tout cas peut-être à mes yeux, son plus grand film. Et pour ceux qui douteraient encore du lien de parenté entre ces deux films, il suffit simplement de regarder ce t-shirt à l'effigie de Tura Satana et les remerciements de Death Proof pour apercevoir le nom de Russ Meyer et ainsi boucler la boucle.
Mais bref, avant de boucler cette boucle et de se questionner sur comment ce genre de films peuvent être perçus si différemment selon les époques, en étant parfois affublés de misogynisme, attaque que subit notamment souvent Tarantino, quoi de mieux que de se pencher sur le fameux cas Death Proof, ce Faster Pussycat Kill Kill des temps modernes. Mais avant, histoire de faire une petite pause, voici 5 chaînes ciné présentées toutes par des femmes et que je vous recommande grandement. Je vous mets évidemment tous les liens en description. Bon allez hop, on est reparti. Death Proof se divise en 3 actes. Une première partie rendant totalement hommage au genre slasher, où l'on suit une bande de jeunes filles absolument tarantiniennes, se faire traquer par un tueur donc, ancien cascadeur de cinéma, dont l'arme blanche n'est ni une machette ou encore moins un couteau, mais bel et bien sa voiture, elle à l'épreuve de la mort. Voiture qu'il utilisera pour tuer sauvagement ces demoiselles. Puis dans une deuxième partie servant d'entracte au film, nous découvrons 2 flics théorisant avec beaucoup d'humour sur cette sordide histoire. Théorie sur les motivations du tueur et segments servant quasi d'unique clin d'œil à Hitchcock. Mais aussi de liens avec le jouissif Planète Terreur de Robert Rodriguez. Commence alors le 3e acte, rendant lui clairement hommage au genre Rape and Revenge. Avec cette fois-ci une bande de filles issues du milieu du cinéma et possédant en leur sein une cascadeuse. Filles devenant elles aussi les proies du tueur balafré, mais qui après avoir subi ses attaques, décident de retourner la situation afin de le prendre en chasse, et ainsi lui régler son compte. Vengeant donc sans le savoir le groupe du premier acte. Nous sommes cette fois-ci en 2007, et Tarantino, au sommet de son art, livre ici son œuvre la moins accessible et appréciée du grand public, mais surtout celle la moins comprise et définitivement la plus sous-estimée, du moins à mon sens. Alors, pour ne pas faire de jaloux entre Meyer et Tarantino, je vais ici aussi, avant de rentrer spécifiquement dans l'analyse de Boulevard de la Mort, dont le but sera surtout sa mise en parallèle avec Faster Pussycat Kill Kill, vous dire pourquoi j'aime également autant ce film. Tout d'abord, je dois vous convier que malgré mon non-fétichisme pour les pieds, le plan d'ouverture allié à cet esthétisme de film d'exploitation, mais qui pour une fois bénéficie d'un vrai sens de la photographie, a ce don de me séduire instantanément. C'est simple, ce film m'attrape et me fout la banane directement. D'ailleurs, en écrivant ces lignes et sans même m'en rendre compte, je crois enfin découvrir en partie pourquoi je l'aime avec autant de passion et jubilation. Tout simplement car l'ensemble des films d'exploitation que j'aime tant ont toujours manqué de ce petit quelque chose pour me donner envie, comme pour Death Proof, de les voir et les revoir encore et toujours. Ici, Tarantino et son génie leur offrent, grâce à ses succès précédents, tout ce dont ils ont pu manquer techniquement et financièrement par le passé, pour en faire de très très grands films. Sans sous-estimer évidemment leur immense impact sur le cinéma. Ainsi, je le répète, ici la photographie signée par Tarantino lui-même est absolument sublime. Et honnêtement, elle me rend totalement dingue. La bande son, comme à son habitude, est au poil, le montage également, Kurt Russell pue la classe ultime, l'ambiance est parfaite et les courses de voitures sont vraiment filmées comme quasi personne, excepté certains films australiens. Non mais regardez-moi ces plans sans déconner. J'ai beau ne pas être un aficionados des bagnoles, il les capture avec tellement de passion qu'il s'en dégage en réalité une grande sensualité. Comme si la voiture devenait un corps que l'on observait sous tous les angles. Et quand on sait que tout ceci a été fait à l'ancienne, sans CGI, je n'ai que 2 mots. Respect et admiration. Une admiration que j'invoque d'ailleurs pour Zoé Bell, tenant une place incroyable dans ce film. Enfin, nous avons droit à ce qui en énerve certes plus d'un, mais qui chez moi m'impressionnera toujours, cet arc à Tarantino de créer des dialogues tous plus justes et jouissifs les uns que les autres. Le tout lié à cette habileté de les mettre brillamment en scène. Ce dialogue en plan séquence dure 7 putains de minutes dans une maestria agencée au poil de cul près. Bref, une réalisation tout au long du film absolument parfaite et bluffante qui, je trouve, pour ce film est très très sous-estimée. Sans parler de cet esthétisme pur auquel j'adhère viscéralement, vous avez dû le remarquer. Bref, Tarantino connaît sur le bout des doigts tous les codes des genres et des sous-genres auxquels il rend hommage ici. Et il le fait vraiment avec virtuosité en les sublimant à tout niveau. Et c'est d'ailleurs ce qui en fait, pour les cinéphiles notamment, un film remarquable. Car Tarantino réussit à accoler 2 genres différents que sont le slasher et le rape and revenge, en les associant eux-mêmes à 2 temporalités, que sont, dirons-nous, les années 70, via le traitement de l'image typique de cette époque, et le présent au travers d'images lisses et de l'entrée soudaine et fracassante de voitures contemporaines. Même si officiellement, les 2 parties du film ne sont séparées que de 14 mois. Bref, Tarantino rend hommage à 2 genres qu'il adule, tout en y ajoutant en toile de fond un propos politico-social opposant ces 2 époques selon le prisme du rapport homme-femme. Ainsi, même si Death Proof peut évidemment n'être vu que comme un pur divertissement, ce que personnellement j'aime faire avec abus, il peut également être analysé selon le mode que je vous propose maintenant, et qui reprend en grande partie les thématiques de Faster Pussycat Kill Kill, avec une fois de plus la vitesse, la violence et la sexualité.
Comme dit précédemment, le premier segment du film peut être vu, de par son traitement d'images usées, de bobines manquantes et de son bar à jukebox, comme faisant référence à une époque évoquant les 70s, ou du moins un temps passé. Bref, une temporalité où nous voyons bien au travers de Kurt Russell l'incarnation d'un homme à l'ancienne, viril, sans peur et dominant chacune des situations. Un homme qui, si nous métaphorisons tout ceci au travers de son rôle de slasher, incarnerait parfaitement l'image du vieux patriarcat, dominant les femmes au point de les prendre tel un prédateur en chasse. Un mâle dominant qui occupera symboliquement beaucoup de place à l'écran et dans ses dialogues au cours de cette première partie, puis qui dans une sorte de fantasme de domination sexuelle ira jusqu'à tuer ces pauvres jeunes filles en les pénétrant frontalement. Mais cette première partie, et comme chez Meyer, n'est pas uniquement à charge contre les hommes de cette époque, puisque finalement ces jeunes gars qui se moquent de ce cow-boy n'arriveront eux jamais à attirer ces femmes comme lui en sera capable. J'en veux pour preuve lorsque Butterfly ressent finalement une attirance bien plus importante envers Mike, lui inspirant pourtant une certaine peur, que lorsqu'elle engueule son copain qui n'arrête pas de chouiner tel un gosse pour avoir un câlin. Okay, just stop at the wine. It's not attractive. Ainsi, Death Proof ne rentre pas non plus forcément dans le manichéisme des gentilles filles contre les méchants hommes. Tarantino montre bien que chaque époque, incarnée au travers de ses différents personnages, ont leurs avantages et leurs travers, qu'il faut trouver un équilibre et que les relations hommes-femmes sont souvent faites de contradictions et d'antagonisme, à l'image de la vie. Arrive maintenant ce second segment, qui via le traitement de l'image devenue bien propre, ayant pour but de scinder le film visuellement en deux, nous transporte à une autre époque, celle-ci bien contemporaine, notamment en insistant sur plusieurs éléments de la pop culture la caractérisant. Ainsi, dans ce présent, l'on s'aperçoit très rapidement que Mike, qui apparaît toujours comme ce prédateur ayant choisi ses nouvelles proies, n'incarne plus cette fois cette peur auprès de cette bande. D'ailleurs, il va très rapidement disparaître de l'écran mais aussi de l'histoire, jusqu'au point d'être relégué au second plan. Un message fort délivré par Tarantino, où dorénavant, la part belle n'est plus faite aux hommes ni dans son film, ni dans cette temporalité, mais bien aux femmes. Ainsi, dans ce segment, et comme pour Faster Pussycat Kill Kill, nous avons des héroïnes aimant par-dessus tout la vitesse et l'adrénaline. Des femmes qui assument également totalement leur sexualité. Et enfin, des femmes qui n'hésiteront pas à utiliser la violence pour se défendre ou se venger. Bref, je n'énumérerai pas ici tout ce qui caractérise l'ensemble de ces héroïnes comme badass, mais autant dire que nous en avons ici une sacrée belle brochette bien piquante. Et alors que celles-ci décident de se taper un trip d'adrénaline pure, elles laisseront de côté l'archétype de la femme cruche du passé que représente la pom-pom girl, pour engager un vrai rapport de force et règlement de compte avec les clichés féminins et le patriarcat. C'est alors que, profitant de leur liberté à flirter avec les limites, Mike, qui avait quasi totalement disparu de cette époque et du film, revient tel un prédateur, comme pour réaffirmer la présence de l'homme fort qui viendra accomplir son pouvoir de domination par la peur, ou plus bêtement montrer qui a la plus grosse. Mais alors que croyant avoir tué cette cascadeuse, il pense avoir accompli son devoir, celui-ci se retrouve à son tour pris en chasse par ses nouvelles prédatrices, qui loin d'être simplement heureuses de s'en être sortie vivante, décident bel et bien de se venger. C'est ainsi que l'on découvre, via le ressort toujours satirico-comique de Tarantino, un mâle passé alphaxa quand celui-ci n'exerce plus sa domination. Un homme qui semble soudain, au travers de cette irruption sur cette 4 voies, provenir d'un passé lointain, et devant faire face à une réalité qu'il ne domine plus. Du moins une réalité où sa domination ne s'exerce plus impunément. C'est ainsi qu'ayant perdu le dessus sur ces femmes, celles-ci se mettent à le corriger au moins au nom des pauvres filles du premier segment, puis au mieux ou au pire au nom de toutes celles ayant subi sa domination. Et c'est d'ailleurs assez drôle de découvrir que celle qui assénera le coup final et tuera symboliquement le patriarcat d'antan, n'était pas la plus badass de la bande, mais celle qui s'est découverte suite à cette attaque, suite à cette humiliation, une envie irrépressible de revanche. Et c'est alors, pour ceux doutant du propos féministe de Tarantino, que le film se termine par cette image sans équivoque, accompagnée de cette chanson. Ainsi, voilà en quoi pour moi repose le génie de ce film, au-delà du pur plaisir cinématographique qu'il procure. C'est cette manière si intelligente qu'a eu Tarantino de réussir à faire la synthèse de son hommage à deux sous-genres qui ont constitué certaines des grandes heures du cinéma bis, mais qui en les apposant de cette manière et dans cette temporalité, leur donne de fait une symbolique et un propos extrêmement fort, qui sans insister frontalement dessus, ou du moins avec humour, retourne pour moi du coup de génie. Alors tout d'abord, j'ai bien évidemment conscience que je parle ici de deux œuvres réalisées par des hommes, et que certains pourraient me critiquer là-dessus. Mais je vous rassure, ce choix s'est imposé à moi sans mauvaises intentions.
Pour la simple et bonne raison que, comme dit en introduction, ces deux films ont un lien de parenté évident me permettant de les apposer pour mettre autre chose en évidence que l'on va développer dans cette partie. Et qu'une fois de plus, le but n'est pas d'établir une liste exhaustive du girl power et encore moins du cinéma féministe, qui ne manque pas de chef-d'œuvre et qui mériterait également une vidéo lui étant entièrement consacrée. Ceci étant dit, et bien que la vision de ces films peuvent tout à fait être découplée de ce genre de message, voyons maintenant pourquoi ceux-ci peuvent être vus tour à tour comme féministes par certains et misogynes par d'autres. Et ce, suivant l'époque depuis laquelle nous les regardons. Ainsi, il semble assez évident et pourtant totalement injuste de se rendre compte combien Faster Pussycat Kill Kill est, depuis notre présent, souvent vu et classé comme film misogyne. Puisqu'en effet, il exploite l'image de la femme badass, certes, mais certains diront surtout de la femme aux attributs généreux. Pourtant, ce film à son époque était une véritable ode féministe en avance sur son temps, et notamment décrié justement par cette mise en avant de ces femmes sexy mais fortes, violente et sexuellement affirmée, allant totalement à l'encontre des mœurs passées et de l'imagerie de la femme au foyer de l'époque. Et en effet, pour bien comprendre les choses, il faut toujours les remettre en perspective avec leur contexte historico-social. Et concernant Faster Pussycat Kill Kill, il est très important de noter que celui-ci est sorti alors qu'une certaine loi Hays dominait tout le cinéma et résume à elle seule l'ambiance de l'époque. Cette loi, pour vous la faire simple, était un code de censure des productions de films établi par William Hays, et écrit par un éditeur catholique et un prêtre jésuite. Autant vous dire que ça annonce pas l'éclate. Ainsi, une liste de sujets à éviter par les scénaristes est dressée. Parmi eux, l'on retrouve la sexualité, la violence, la décence, la patrie et la religion. Aucun film qui portera atteinte aux valeurs morales des spectateurs ne sera produit. La sympathie du spectateur ne doit jamais être jetée du côté du crime, des méfaits, du mal ou du péché. Autant vous dire que Faster Pussycat Kill Kill coche quasi toutes les cases de la transgression de l'époque. Non seulement par l'utilisation de la violence et du sexe, mais également par la sympathie que celui-ci donne tout au long du film envers ses anti-héroïnes, commettant crimes et péchés. Un film avant tout porté d'un véritable regard d'auteur, en avance sur son temps, et qui incarnera parfaitement le nouvel Hollywood à venir, où la violence tiendra une place de choix. Enfin bref, pour résumer trivialement et sans rentrer dans le détail, il faut savoir que Russ Meyer, avec son œuvre, considérée parfois comme misogyne et notamment Faster Pussycat Kill Kill, concourt pourtant à l'insurrection artistique qui aboutira à l'abrogation du code Hays en 1966 pour devenir le système de classification par âge que l'on connaît aujourd'hui. Et il changea à tout jamais avec ce chef-d'œuvre l'imaginaire associé aux femmes. Malheureusement, ce film qui pourtant transgressait tous les codes de l'époque au profit de femmes fortes se retrouve aujourd'hui injustement délaissé de nos classiques, puisque vu depuis un présent balayant tout contexte historique, et le vidant ainsi de son essence. Mais aussi certainement car elle fait partie de la filmographie d'un réalisateur fétichiste des seins, éclipsant certains de ses grands drames sociaux. Bref, un fétichisme bien moins admis que celui de son compère Tarantino, tournant exclusivement, et c'est un secret pour personne, autour des pieds. D'ailleurs, si l'on se penche sur le cas Death Proof, nous pouvons également remarquer que, bien que l'homme soit montré comme un prédateur sanguinaire de jeunes filles devant ensuite faire face à leur vengeance badass, celui-ci est également souvent taxé de misogynie. Et l'argument que je crois déceler derrière cette conclusion et qui s'applique également à Faster Pussycat Kill Kill est l'utilisation de codes habituellement associés aux hommes, transposés cette fois-ci aux femmes pour les rendre fortes. En d'autres termes, il faut une fois de plus passer par des clichés masculins que l'on transpose à un personnage féminin pour le rendre badass. Comme évidemment l'utilisation de la violence, le franc-parler quand il s'agit de sexe, la vulgarité, la vitesse, ou encore cette manière de s'adresser au sexe opposé dans le cliché. Et en effet, ces femmes parlent comme des mecs, agissent comme des mecs et prennent à leur tour la place des hommes, des bourreaux. Mais ne serait-ce pas sexiste également de leur refuser de pareils comportements? Est-ce que pour autant Tarantino cherche à nous dire que les femmes deviennent des mecs? Est-ce misogyne de sa part de représenter des femmes fortes en leur attribuant des comportements masculins? Ou est-ce simplement là un jeu cinématographique qui permet de reprendre ces codes visuels qui nous parlent à tous dans notre imaginaire pour tout simplement être plus explicite métaphoriquement sur la manière dont les femmes essaient de s'émanciper et de tuer petit à petit le patriarcat? Et c'est exactement là où je crois penser qu'une partie des gens se trompent très largement en faisant ce procès à Russ Meyer et Tarantino. Car pour le cas Russ Meyer, il était nécessaire dans une époque autant embourbée dans les stéréotypes que de les inverser frontalement, pour dans un premier temps choquer, et ainsi faire rentrer par ce biais-là la question de la place de la femme dans le débat public, lui faire éruption en utilisant les codes de l'époque en les caricaturant à leurs dépens. Car malheureusement, la dénonciation avec finesse exige déjà d'une société qu'elle accepte la critique, que certaines barrières soient tombées. Et c'est ce que fit Faster Pussycat. Alors bien sûr, certains hommes visés dans ce film n'y ont vu qu'une bande de belles gonzesses sans jamais se rendre compte qu'ils étaient eux-mêmes la critique du film.
Et c'est d'ailleurs une question artistique forte. Comment faire passer un message subtilement quand l'on voit combien de personnes ne s'arrêtent qu'à la forme? Faut-il simplement se résoudre à toucher uniquement le public déjà sensible à la cause que l'on veut défendre? Je pense qu'il n'y aurait alors pas grand intérêt et que les causes n'avanceraient pas beaucoup. Alors bien sûr, c'est toujours très agréable de s'auto-congratuler en confortant ses idées au sein d'un cercle de pensée allant dans votre direction. Mais ça n'apporte finalement pas grand-chose à la société, puisque ceux que vous combattez font de même de leur côté. Il faut parfois savoir utiliser soi-même les codes à combattre pour toucher d'autres gens et planter quelques petites graines de réflexion qui pourront un jour peut-être germer. Peut-être pas, vous allez me dire, mais au moins un pas est déjà fait. Et pour en revenir à nos deux films, c'est je pense ce qu'ils ont fait à l'inverse de toute misogynie, car ce renversement caricatural sert avant tout à se moquer de ce type de comportement machiste, se traduisant à la fois dans les postures, dans cette compétition permanente et dans cette manière de déconsidérer le sexe opposé dans sa façon de lui parler. Ainsi, j'imagine que le but de Tarantino n'est pas ici de créer des personnages féminins comme simple objet de désir, mais bien des personnages badass, capables de prendre les choses en main, de se défendre sans l'aide d'aucun homme, et même de se venger jusqu'à tuer le patriarcat. Mais également de nous dire que oui, les femmes peuvent être à la fois vulgaires et féminines, à la fois cool et sexy sans pour autant être faibles, car l'un n'oppose jamais l'autre. Je vois donc difficilement comment nous pourrions taxer Tarantino de sexisme au travers de ce film. Je mets bien évidemment de côté les affaires Weinstein qui n'ont absolument rien à voir avec cette œuvre et son message. Et concernant Russ Meyer, j'en tire la même conclusion. Comment l'affubler de misogynie, lui l'un des premiers réalisateurs à avoir montré un gang de femmes fortes filmées comme des amazones invincibles, bottant le cul de mecs décérébrés. Il a été en quelque sorte l'instigateur du girl power, sans qui nous n'aurions peut-être pas pu profiter d'un nombre incalculable d'œuvres cultes. Mais malgré cela, celui-ci est tombé dans l'oubli. Et c'est bien modestement que j'essaie de réhabiliter son travail de ce point de vue. Ainsi, pour conclure et en revenir sur l'impact du présent depuis lequel nous regardons un film, il s'agit bien non pas du propos même de l'œuvre telle qu'elle est perçue qui est en jeu, mais bien plus du moment auquel nous la découvrons ou redécouvrons qui conditionne notre regard. Un regard pouvant perdre malheureusement et même fatalement de son objectivité, notamment de par les exacerbations sociétales du moment. Alors essayons toujours de prendre du recul et ne pas se complaire dans des débats passionnés, empêchant bien souvent la pensée d'exister. Car ici aussi, au vu de ma description de ces deux films, je vois de suite certaines et certains d'entre vous penser faire face à deux œuvres purement à charge contre la masculinité, la virilité ou que sais-je encore, voire même l'inverse, alors qu'il n'en est rien et qu'il y a de fortes nuances dans chacune d'entre elles. Et la pensée la plus grande se trouve toujours, je le crois, là où nuance il y a. Ces films, au-delà de tout débat féministe versus misogyne, nous montrent simplement avec réalité que la cruauté s'insinue dans l'humain, et ce, quels que soient les rapports de domination et quel que soit le sexe. Voyons donc le réel dans sa complexité, assumons-le et composons avec pour ensuite l'impacter et en faire ressortir le meilleur. Et surtout, n'oubliez pas que pour survivre, faut bouffer de la culture. Love. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner et activer la petite cloche. Enfin, encore un immense merci à tous les tipeurs qui me soutiennent. Ça fait vraiment ultra chaud au cœur et ça apporte une véritable liberté face à la démonétisation constante. Ainsi, n'hésitez pas à aider la chaîne si vous le souhaitez et si vous le pouvez. Moi, je vous dis à très bientôt. Love. Bon taré, je vais t'apprendre à jouer les psychopathes, moi. Mais avant, on va voir la tronche que t'as. Eh mais je te connais, toi. Ce serait pas le gars qui fait des chroniques ciné sur YouTube, là? Oui, c'est ça, et justement là j'en fais une sur le girl power, alors s'il te plaît, laisse-moi partir. Partir? Mais pourquoi? Puis je vais t'avouer un truc, moi je te préfère en zombie.